Bienvenue au studio de Cardio Online. Nous sommes au JUSFC 2020. Je m'appelle Nathalie Noirclair, je suis assistante en cardiologie interventionnelle à l'hôpital d'Annecy-Genevois. Et je suis ici avec Thomas Cuisset, professeur en cardiologie à Marseille. On est là pour parler d'une nouvelle recommandation sur le syndrome coronarien chronique. Première question, pourquoi ce nouveau titre ? Oui, effectivement, entre les recommandations finalement sur la même entité clinique, en 2006 c'était l'angor stable, en 2013 c'était la maladie coronaire stable, et on a eu quasiment une demi-journée de discussion sur le choix du nouveau titre, parce que le mot stable finalement convenait pas, parce que la maladie coronaire elle est sans doute jamais stable. Donc c'était vraiment pour faire une entité syndrome coronaire chronique et syndrome coronaire aigu, un peu par analogie aux maladies de système, qui sont des maladies chroniques évolutives et qui sont émaillées de poussées aiguës, comme par exemple dans la sclérose en plaques. Sauf que dans la maladie coronaire, les poussées aiguës sont des événements athérothrombotiques, les syndromes coronariens aigus. C'est ça le rationnel du nouveau titre. Qu'est-ce qui a changé en termes de diagnostic de cette maladie ? Alors, la première notion, c'est on s'est rendu compte que dans les registres, la prévalence de la maladie coronaire dans les différentes populations avait diminué. Et donc forcément, les tests diagnostiques utilisés vont également être modifiés. Alors grosso modo, dans les nouvelles recommandations, il faut vraiment se baser sur la probabilité de maladie coronaire, qui intègre la fameuse probabilité pré-test avec l'âge, le sexe et les symptômes, mais aussi les facteurs de risque, le terrain du patient. Et grosso modo, les patients avec une faible probabilité de maladie coronaire, on va utiliser beaucoup plus qu'avant le coroscanner. Les patients avec une très forte probabilité, on peut parfois, dans certains cas, aller directement vers une stratégie invasive, c'est-à-dire coro plus FFR si besoin. Et les patients, on va dire, intermédiaires, auront de l'imagerie de stress, c'est-à-dire écho de stress, IRM de stress ou scintigraphie, avec quand même vraiment comme message très clair dans les nouvelles recommandations, un déclassement de l'épreuve d'effort sur vélo et ECG classique, qui est maintenant vraiment stade 2B, c'est-à-dire à faire si on ne dispose pas des autres modalités diagnostiques. Et enfin, qu'y a-t-il de neuf en matière de prévention ? Je dirais que la chance d'avoir un patient avec un syndrome coronaire chronique, globalement, on tient le patient avant qu'il ait eu une forme grave de la maladie coronaire, c'est-à-dire un accident aigu. Et donc, l'objectif, c'est vraiment la prévention des événements, notamment chez les patients à haut risque. Et c'est vraiment là où les recommandations ont, je pense, le plus évolué, que ce soit sur le versant antithrombotique, où là, on nous dit très bien qu'on doit sortir du dogme de l'aspirine seule chez le coronarien en chronique et que le patient à haut risque doit avoir de l'aspirine et un deuxième médicament, que ce soit du prasugrel, du clopidogrel, du ticagrelor ou du rivaroxaban, il y a plusieurs options. Et même chose sur le plan antilipidique, on nous dit qu'il faut aller plus loin dans la prévention et dans la diminution du LDL, avec notamment l'arrivée des anti-PCSK9. Alors évidemment, toutes ces nouvelles options thérapeutiques pour optimiser la prévention des événements chez les patients à haut risque se heurtent parfois, comme c'est le cas en France, à des problèmes de remboursement et d'accès aux différentes stratégies pour rendre applicable en France ce qui est promu par les recommandations européennes. Merci Thomas pour toutes ces lumières. Merci.